Jusqu'au règne de Louis XIV, les soldats à la retraite, théoriquement pris en charge par les couvents hospitaliers, ne bénéficient en réalité d'aucune ressource. En 1670, reprenant une idée d'Henri IV, son grand-père, Louis XIV fonde l'Hôtel des Invalides pour les soldats blessés ou retraités. Le chantier commence dès 1671 sur les plans de Libéral Bruant et pendant 7 ans, mais c'est en 1706 que le dôme coiffe l'ensemble, œuvre de Jules Hardouin-Mansart. En 1793, l'église du Dôme est transformée en temple de Mars, puis devient nécropole militaire à la suite du transfert du tombeau de Turenne. Au début du XXe siècle, l'hôtel retrouve sa vocation initiale, soigner les grands blessés dans un ensemble hospitalier rénové et humanisé, pouvant accueillir 4000 grands blessés. Voici la façade nord de cet édifice de la fin du XVIIe siècle. Et Louis le Grand, à cheval, domine le porche d'entrée. Qui donc d'Athéna, que voici, déesse de la sagesse, ou de Mars, que voilà, Louis le Grand a écouté les conseils. Établissement de l'Hôtel Royal des Invalides par Pierre Dulin vers 1680. Retour vers l'église du Dôme pour admirer les détails de la façade avec ses nombreuses colonnes. Dès l'entrée, on est impressionné par l'ampleur du volume sous le dôme et qui se prolonge dans la crypte découverte où trône le tombeau de Napoléon Ier en porphyre rouge dessiné par Visconti. En 1840, les cendres de Napoléon Ier sont provisoirement transférées dans la chapelle du Dôme et ce n'est qu'en 1861 que le sarcophage où repose désormais l'empereur est édifié. Pyramides, Marengo, Austerlitz, Iéna, Friedland, Wagram, Moscova, Rivoli, les 12 statues féminines qui entourent le tombeau figurent chacune une victoire, toutes sculptées par Pradier. En 1808, Napoléon souhaite honorer la mémoire du maréchal Vauban, ingénieur militaire qui modernisa les fortifications aux frontières du pays. Le compas rappelle l'ingénieur, les livres, les projets de réforme qu'il a soumis au roi. Pour respecter une certaine symétrie, c'est le sarcophage de Turenne qui lui fait face. Voici le dôme, peint comme les autres, par Charles Delafosse, élève de Lebrun, de la chapelle où se trouve le sarcophage de Turenne, maréchal de France. Dans la première chapelle à droite en entrant, avec son dôme également, on trouve le tombeau de Joseph-Napoléon Ier, frère aîné de l'empereur, roi de Sicile, puis roi d'Espagne de 1808 à 1813.
J'appelle Jérôme Napoléon. Plus jeune frère de l'empereur et roi de Westphalie. Les ornementations du pavement autour du tombeau de l'empereur. C'est en 1937 que le sculpteur Paul Landowski achève le tombeau en bronze du maréchal Foch. On se trouve dans la chapelle Saint-Ambroise, l'un des pères de l'église, dont les scènes de la vie ont été peintes par Bon Boulogne au début des années 1700. Cette statue de Sainte Monique, au magnifique drapé, a été attribuée à Jean-Antoine Houdon au XVIIIe siècle. Pour énumérer les victoires de Foch, Paul Landowski a adopté le pavement en marbre, plaque célébrant la disparition du dernier combattant français de la Première Guerre mondiale et rappelant le sacrifice de ceux restés comme les poilus de la Grande Guerre. À 80 mètres de hauteur, les deux coupoles sont une prouesse de mansards. Les 4 évangélistes figurent sur les pendentifs. La coupole inférieure représente les 12 apôtres. Elle masque des fenêtres laissant passer un éclairage naturel, peu visible, et confère au dôme une illusion de ciel. Voici une coupe qui permet de comprendre l'architecture du dôme à 2 coupoles. Les 4 évangélistes. Dans l'église du Dôme, maître-autel à colonnes torses et à baldaquin, d'après un dessin de Mansart, est réalisé par Visconti. La voûte est décorée par Coipel. Le symbole de Saint-Louis. Le baldaquin, en marbre noir veiné et bronze, dessiné en 1842 par Louis Visconti, s'inspire de celui du Bernine pour la basilique Saint-Pierre de Rome. Juste derrière le maître-autel de l'église du Dôme, la porte monumentale de l'église Saint-Louis. Sur l'orgue de la fin du XVIIe siècle, le Requiem de Berlioz y a été joué pour la première fois. 10 bas-reliefs en marbre sculptés par Pierre-Charles Simard représentent les grandes réalisations dues à Napoléon, dont le Conseil d'État, le Code civil, l'université, la Cour des comptes. Je veux que par une surveillance active, l'infidélité soit réprimée et l'emploi légal des fonds publics garanti. Les Invalides abritent le musée de l'armée depuis la préhistoire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est le musée des plans-reliefs qu'on va découvrir. Ces magnifiques maquettes au 1/600e de villes fortifiées ont d'abord été gardées dans la grande galerie du Louvre en 1700.
Le château Trompette à Bordeaux est une forteresse englobant l'ancien château médiéval. Il a été bâti au bord de la Garonne pour contrôler la population révoltée contre le pouvoir royal durant la Fronde. Ses soubassements sont conservés sur la place des Quinconces, aménagée à son emplacement. Le littoral atlantique du côté de Blaye, le château d'Oléron, voilà Fort Pâté, construit sur un îlot sableux surgi au milieu de la Garonne vers 1670. Et le voilà actuellement occupé par un particulier. Voilà l'île d'Aix. Voilà l'île d'Aix et le fort de la Rade. Et le plan. Voici la maquette, malheureusement fort endommagée, de la citadelle de Saint-Martin-de-Ré. Et la vue aérienne. Prise de nos jours. Et ici, c'est l'ensemble de Saint-Martin-de-Ré qui est représenté. Le fort de la Prée, aménagé à la pointe nord-est de l'île de Ré en 1625 pour surveiller la population protestante et assurer la protection des navires allant à la Palmyre. Le fort de la Prée est demeuré intact, la partie centrale a conservé son plan étoilé, seuls les bâtiments intérieurs datent du XVIIIe siècle. Remontant vers le nord les côtes de l'Atlantique, voici Belle-Île-en-Mer et le plan maquette de la ville de Le Palais. Et la vue aérienne actuelle du fort et du port de Le Palais. La maquette du Mont Saint-Michel fait partie des fleurons de la collection du musée des plans-reliefs. Chef-d'œuvre de la fin du XVIIe siècle, elle a été construite par un moine de l'abbaye. Elle restitue jusqu'aux éléments de décors intérieurs de l'église et des bâtiments monastiques qui composent la merveille. Cette maquette a été offerte à Louis XIV en 1709, 10 ans après la venue de Vauban au Mont-Saint-Michel et sa demande de faire restaurer les fortifications du site. Elle a rejoint alors la collection des plans-reliefs créée en 1668 par Louvois pour Louis XIV, au moment où le roi redéfinissait les frontières de la France. Plan-relief du Mont-Saint-Michel avant 1691 qui reproduit l'abbaye, le village et les fortifications dans leur état d'alors. Plan-relief de la cité de Bayonne, port fluvial d'origine romaine situé au confluent de l'Adour et de la Nive, à 6 km du littoral. Plan-relief de Villefranche de Conflans. Le même vu sous un autre angle. Plan-relief de Perpignan, ancienne résidence des comtes de Roussillon à la fin du Xe siècle. Perpignan devient en 1276 la capitale des rois de Majorque, qui y élève un château et entoure la ville d'une enceinte défensive. Charles Quint et Philippe II embellirent la citadelle. En Méditerranée, le château d'If est un fort élevé sur un îlot rocheux en 1524 sur ordre de François Ier pour protéger l'accès après une incursion des armées de Charles Quint jusqu'aux portes de Marseille.
À proximité, le fort Saint-Nicolas est une citadelle construite en 1660 sur un promontoire dominant l'embouchure du Vieux-Port. Elle était destinée à maintenir l'autorité royale dans une ville qui s'était révoltée pendant la Fronde et à protéger l'entrée du port des attaques ennemies. Sur la vue aérienne, le fort s'inscrit dans le carré. Seul le fort haut, au tracé bastionné et entouré d'une enveloppe à redans, a été conservé. Plan relief de la ville de Toulon. La ville médiévale fut agrandie sous Henri IV et dotée d'une enceinte bastionnée. Colbert fait de Toulon la principale base navale en Méditerranée en y créant l'arsenal. Le fort des Pommettes, à 3 km de Toulon, sur un éperon du mont Faron, fut l'un des forts détachés pour mettre la place de Toulon à l'abri d'une attaque ennemie. Le fort est aujourd'hui une propriété privée. La ville de Calvi fut conquise par les Génois sur les Pisans au XIIIe siècle. C'est en 1278 que les Génois édifient la citadelle ou ville haute, représentée par ce plan relief. Et la photo aérienne qui montre les heureux habitants protégés derrière leurs fortifications. Merci, Monsieur Vauban. Sébastien Leprêtre, marquis de Vauban, ingénieur, a dirigé victorieusement 47 sièges de ville. Personne ne peut contester son titre de maréchal de France obtenu à sa mort. Nous repassons par la grille d'entrée, la partie aval du pont Alexandre III avec ses 4 colonnes. J'allais oublier la dernière. Voici les renommées des arts, des sciences, du commerce et de l'industrie qui coiffent les 4 colonnes en bronze doré. À peine midi, et les jeunes adultes pratiquent leur sport d'entretien sur les quais rendus aux piétons. Et qui passe, tout en blanc, le Botticelli, à bord duquel nous avons fait récemment la croisière entre Paris et Le Havre-Honfleur, en passant par Rouen. Le Palais Bourbon, siège d'une Assemblée nationale divisée. Quart de panorama depuis la passerelle Léopold Ségar Senghor et le jardin des Tuileries. L'autre moitié du panorama ouvre sur le musée de l'Orangerie, la place de la Concorde et la grandiose verrière du Grand Palais. La belle façade de l'ex-gare Paris-Orléans, la monumentale aile au nom bien choisi de Galerie du bord de l'eau, due à Henri IV, et le côté sud de la cour carrée du Louvre médiéval, la passerelle du Pont des Arts, c'est Napoléon Ier qui transfère l'Institut de France dans les bâtiments du Collège Mazarin. Il comprend l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles lettres due à Colbert, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques. La célèbre tour de Nesle du XIIIe siècle s'élevait ici. La pointe ouest de l'île de la Cité et le square du Vert-Galant, statue de Condorcet, précurseur de l'abolition de l'esclavage.
Sous Louis XV, la monnaie est transférée ici avec ses ateliers de frappe. Le musée de la monnaie retrace l'historique du monnayage depuis 300 avant Jésus-Christ. La statue équestre d'Henri IV, le Vert galant, et la pointe ouest de la jolie place Dauphine. Le quai des Orfèvres, où étaient installés les joailliers inventeurs du collier de la reine avant la fameuse PJ du numéro 36. Vue de l'entrée de la place Dauphine qu'Henri IV a voulu entourer de maisons uniformes. Dans cette chapelle Saint-Michel du Palais, Philippe Auguste a été baptisé en 1165. Comme beaucoup de monuments parisiens anciens, la Sainte-Chapelle profite d'une rénovation-consolidation sur plusieurs années. Bâtie au XIIIe siècle par Saint Louis, au cœur de la cité, pour accueillir les reliques de la Passion, dont la couronne d'épines, la Sainte-Chapelle touche à la perfection. Hormis la finesse des entrelacs de la rosace, le reste de la façade est plutôt sobre. Mais on change d'avis dès qu'on entre dans la chapelle basse. Les colonnes qui soutiennent la voûte étoilée alternent les fleurs de lys et les tours de Castille, emblème de Blanche, la mère de Saint-Louis. Les éléments décoratifs sculptés des parties hautes de la Sainte-Chapelle ont été très remaniés au XIXe siècle lors de la grande restauration de 1855. Les gargouilles ont été remplacées. Certaines parties des restaurations du XIXe siècle ont dû être à leur tour déposées et remplacées dans les années 2000. La chapelle basse, réservée au personnel du roi, a une largeur de 17 mètres qui impressionne d'autant que sa hauteur n'est que de 7 mètres. Les vitraux sont les plus anciens de Paris. À noter les billes de verre colorées qui entourent les stations du chemin de croix. Accès à la chapelle haute. Et là, immédiatement, c'est l'émerveillement. Au total, plus de 600 mètres carrés de vitraux, œuvre des vitraillistes de Notre-Dame de Chartres, 1240, qui racontent 1130 scènes, dont 720 n'ont jamais été remplacées. Les sujets ont pour thème l'exaltation de la Passion, son annonce par les grands prophètes et Jean-Baptiste, et les scènes bibliques qui la précèdent. À chaque pilier est adossée une statue d'apôtre
tenant une des 12 croix rituelles de consécration de l'Église. 6 d'entre elles sont d'origine. Les autres statues originales sont au musée du Moyen Âge. Par dérision, les soldats romains couronnèrent d'épines le Christ. Saint Louis racheta à l'empereur de Constantinople, à corps d'argent, cette couronne qu'il conservait dans sa chapelle. Déposée à la Révolution à la Bibliothèque nationale, la couronne d'épines est depuis 1806, avec un morceau de la vraie croix et un clou, au trésor de Notre-Dame de Paris. La rose, si lumineuse, date du XVe siècle, commandée par Charles VII à l'époque flamboyante, et a pour thème l'Apocalypse selon saint Jean. Sans évoquer des scènes d'horreur et de punition. Dernier survol de la Verrière Nord, presque aussi lumineuse que sa voisine du Sud. Sur la terrasse, le porche est une reconstitution du XIXe siècle, le jugement dernier, le tympan comme le trumeau. Et quelle n'est pas ma surprise quand je découvre avec émotion la silhouette de la cathédrale arménienne d'Etchmiadzin, comme notre guide nous l'avait signalé lors de notre premier voyage en Arménie. La colombe et l'arche de Noé. Petite comparaison des flèches de la Sainte-Chapelle et de Notre-Dame. Hauteur à partir du sol, 75 mètres pour la Sainte-Chapelle, 96 mètres pour Notre-Dame de Paris. Aucune flèche médiévale ne subsiste sauf celle de la cathédrale d'Amiens, 1530. Les savoir-faire sont perdus. Restituer les flèches est donc une tâche ardue. C'est une prestigieuse restauration de 1841 à 1867 sous la direction de Duban et Lassus qui a sauvé la Sainte-Chapelle malgré l'ajout d'une aile du palais de justice le long de la chapelle basse.
Pourquoi ce nom de conciergerie? Dans l'ancien palais du roi, on appelait conciergerie les lieux soumis à l'autorité d'un concierge, gouverneur de la maison du roi. La location des boutiques, nombreuses, lui procurait de gros revenus. Toutefois, la beauté de l'architecture médiévale de cette salle des gendarmes, halle gothique à 4 nefs, éblouit le visiteur, mais le glace tant résonnent encore les heures sombres de la Révolution, où le sang royal se mêlait à profusion à celui du petit peuple. Une évocation de l'ambiance d'origine est rendue possible grâce aux tablettes numériques. Dans ces cuisines, on préparait de quoi nourrir 2000 à 3000 bouches chaque jour. Imaginez les viandes rôtissant à la broche dans l'une des monumentales cheminées. Il est venu le temps d'évoquer la carrière et le renom de Guillaume Tirel, dit Taillevent, maître-queux de Charles V au XIVe siècle. On lui attribue le premier recueil de recettes en France. La salle des gendarmes mesure 64 mètres de long, 28 mètres de large et 8 mètres 50 de hauteur. La table de marbre dont on voit ici un fragment avec une inscription au connétable maréchaussée était composée de plusieurs plaques de calcaire noir. Faisons un grand saut dans le temps. Voici l'une des prisons au temps de la Révolution. Maigre consolation, les prisonniers ne restaient guère longtemps dans leur exiguïté. Panneau rappelant les dates essentielles de la Révolution française. Ce brave homme a osé déclarer la vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Peut-être les geôles de la famille royale. Chapelle expiatoire, qui est l'ancienne cellule de Marie-Antoinette. Sur le tableau, la reine est emmenée pour son exécution. Stèle où sont rassemblés les noms de Marie-Antoinette puis de Louis XVI. Le jugement de Marie-Antoinette d'Autriche au tribunal révolutionnaire. Après l'évocation des périodes lourdes de notre histoire, respirer l'air frais s'impose. Hélas, 5 panneaux présentant chacun une femme ayant eu un rôle important lors de la Révolution et dont les 4 premières ont été guillotinées nous ramènent à l'horreur. Il est vrai qu'elle avait assassiné Marat. Mais elle est innocente. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir le droit de monter à la tribune. Vous me jugez digne de partager le sort des grands hommes que vous avez assassinés, je tâcherai de porter à l'échafaud le courage qu'ils ont montré. C'est la jeune femme, également journaliste, Camille Desmoulins, qui s'est écriée « Nous voulons être libres, ô Dieu, qu'il en coûte ». Catherine Théot allie mysticisme et révolution. Elle se sent inspirée de Dieu et prophétise la fin de la monarchie et l'accession au pouvoir du peuple. Elle sera emprisonnée, puis, un moment proche de Robespierre, elle est arrêtée en mai 1794 à la conciergerie. Jugée, elle est acquittée. Pas de chance, elle meurt quelques semaines après Robespierre, à 78 ans. Voilà comme apparaît la salle des gardes en reconstitution d'époque, là comme elle est aujourd'hui. Le niveau de l'eau en 1910. Entre le palais royal délaissé par le roi et le palais de justice, le concierge décide d'en faire une prison.
La restitution montre tout le faste du Parlement de Paris. En 1910, l'eau est montée au ras des chapiteaux et la boucle de la visite se termine ici. La première horloge publique du pays y a été installée. Elle est remplacée en 1585 par celle de Germain Pilon, au cadran coloré, entouré des allégories de la loi et de la justice. 3 tours rondes subsistent. La première, c'est la tour César, puis la tour d'argent et la tour Bombec où l'on pratiquait la torture pour faire avouer les suppliciés. La place Dauphine, où Henri IV désirait que les maisons soient uniformes. La fantaisie des riverains a eu raison du temps qui passe. Mais quel charme, malgré la sirène, que cette forme triangulaire, pointée vers la Seine, que les riverains aiment fréquenter, et le palais de justice sur le côté non habité. Le roi préféré des Français, le ver galant. Elle est noire la boule, hein? Allez, regarde bien. Partie de pétanque internationale, sénégalais, cambodgien, français. Oui. Ah ouais, j'ai dit de tirer. Ouais. Ah bah j'ai pas compris. Enfin, je t'ai dit, est-ce que je la tire et tu m'as dit essaye. Ah non, Mais non. du coup, on s'est pas compris. Ça devient parfois animé, mais toujours correct. J'arrive pas à dire deux bras ou deux 12 points à 2. Dès que l'on sort de ce triangle de paix tranquille, c'est la cohue parisienne du rentrer chez soi au plus vite. Et en guise de conclusion à cette journée, la Nouvelle Samaritaine affiche sa devise